savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Cette semaine, en format 60+, vous entendrez une entrevue avec Maître Christian Néron. Monsieur Néron vient nous parler de canadianisme, de constitution, de gouvernement fédéral, d'islamophobie, de voile, et son dernier article paru sur le site vigile.québec, et beaucoup d'autres sujets. Et tout ça en format 60 minutes plus avec Céline Lebel. Bonsoir, Maître Christian Néron. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Oui, ça me fait plaisir d'être là. Ce soir, nous allons aborder 3 sujets avec vous. Le premier, on va commencer avec le texte qui est paru sur Vigile. Le titre, c'est C'est la notion d'obéissance. Joseph Facal écrivait un texte caquiste, prêt à vous battre, avec un point d'interrogation. Puis c'était à propos des signes religieux. Puis il disait que les alliés habituels d'Ottawa au Québec se préparaient, là, ils n'accepteraient jamais ça. Ce que Legault veut légiférer, puis il dit, ils annoncent carrément leur désobéissance civile future. Imaginez donc. On a été dressés à obéir aveuglément, sans utiliser notre discernement. Eh bien, nous, on se tromperait jamais. Nous, on se faisait de plus en plus abaisser et endoctriner et dresser à obéir aveuglément. C'est ça? C'est ça, oui, donc. Le premier collège et la première, comment on appellerait ça, le premier programme d'éducation qu'on a eu. Oui, le premier programme d'éducation secondaire. Parce que au début, dans les premières années, le collège des Jésuites était une école de latin. Mais après ça, à partir de 1655, on va donner le cours classique complet avec Philo et Philo II. Et les principaux auteurs qui vont être étudiés, bien, ça va être les auteurs classiques, là, comme Platon, comme Aristote et certains auteurs latins. Là. Alors, donc, ce collège-là va durer longtemps et après ça, il va être... au début du 19e siècle, il y a d'autres collèges qui vont être fondés souvent par des groupes religieux français, par des communautés religieuses françaises. Alors, il va y avoir à peu près entre 1800 et 1900, il va y avoir une quarantaine de collèges classiques qui vont être au Québec. Et on va toujours reprendre le modèle du collège des Jésuites, là, avec le même programme et les mêmes auteurs. Et au niveau de l'obéissance et de la désobéissance, parce qu'on enseigne des disciplines logiques, physiques, métaphysiques, morales, la politique. On formait vraiment beaucoup les gens, les futurs hommes politiques, les futurs religieux, qui avaient beaucoup de connaissances, d'instruction, d'éducation. Absolument. Mais on oubliait beaucoup tout ce qui concernait la désobéissance, le discernement, la conscience, en bonne conscience, comme vous dites, là, est-ce que cette loi-là, ce pouvoir-là est juste? On nous dressait plus à l'obéissance aveugle qu'à l'obéissance authentique qui demandait un effort de discernement. On enseignait surtout que si le supérieur se trompait en obéissant aveuglément, on se trompait pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors ça a été emprunté au fondateur des Jésuites qui est Saint Ignace de Loyola. Alors, ouais, au Québec, on va enseigner, par exemple, à partir de la fondation de l'Université Laval, 1852. Alors, il va y avoir une faculté de théologie. Et dans les nouveaux auteurs, ça va être Saint Thomas d'Aquin. Donc, on va tout enseigner de Saint Thomas d'Aquin, qui est le plus grand penseur du Moyen Âge. On dit parfois que c'est le prix Nobel des prix Nobel de l'époque, là. Alors, et lui, saint Thomas d'Aquin va reprendre la formule de saint Paul qui disait que tout pouvoir vient de Dieu. Alors, il va la réinterpréter à sa façon, puis il va dire, tout ce qui est bon dans le pouvoir vient de Dieu.
Alors, parce que Dieu est la bonté même, mais ce qui est mauvais dans le pouvoir ne vient pas de Dieu. Alors donc, face au pouvoir, chacun finalement doit être prudent avant d'obéir à un ordre de l'exécutif ou du législatif ou du judiciaire, parce que dans le fond, chacun a sa liberté de conscience, chacun a ses valeurs. Alors si l'autorité vous demande de poser un acte qui, selon vous, n'est pas un acte juste, un acte qui vous convient, alors à ce moment-là, en conscience, vous avez le droit de désobéir. La même chose pour une loi. Alors, si une loi, en principe, doit viser le bien commun, doit être d'abord adoptée par l'autorité compétente selon la procédure qu'il faut, mais toute loi, dans le fond, doit viser le bien commun. Alors, si, par exemple, la loi ne vise pas le bien commun ou si elle est adoptée par une autorité incompétente et qui ne respecte pas la procédure, à ce moment-là, cette loi n'a de loi que le nom. Donc, on n'est pas obligé en conscience de se soumettre à une loi comme ça. Le même principe peut s'appliquer également au pouvoir judiciaire. Alors, avant de continuer, Maître Néron, on peut dire que pour résumer cette partie-là, que avec les Jésuites, ce qu'on a enseigné pendant longtemps, c'était l'obéissance aveugle, oui. et la doctrine de Saint Paul qui était « tout pouvoir vient de Dieu ». Vient de Dieu, fondé sur cette phrase. Et c'est ce dont les conquérants, les Anglais, se sont saisis en se donnant comme mission ou en se disant être en mission pour Dieu. C'est ça. En fait, ils sont, selon cette formule-là, finalement, tout pouvoir, tout détenteur de pouvoir se trouve être comme un chargé de mission sur la terre pour appliquer la volonté de Dieu. Alors, c'est des théories qui ont été développées pendant longtemps. Alors, naturellement, l'Église catholique a été, après la conquête, a été prompte à reprendre la formule de Saint Paul et ça convenait vraiment très bien aux conquérants, parce que eux, dans le fond, ils avaient un problème de légitimité, parce que ils avaient acquis un nouveau territoire suite à une guerre qui n'était pas conforme au droit international coutumier de l'époque. Donc, c'était des pirates, comme vous avez expliqué dans votre dernier texte. C'est ça, oui. Donc, dans le fond, sur le plan légal, là, c'était plutôt une bande de pirates. Alors, quand les pirates s'emparent d'un pays et qui gouvernent une population, à ce moment-là, ils ont un problème de légitimité. Mais par contre, l'Église catholique canadienne de l'époque, finalement, les a secourus avec la formule de Saint Paul qui disait tout pouvoir vient de Dieu. Donc, et aussi qui disait que le pouvoir supérieur pouvait se tromper, mais si on obéissait aveuglément, et c'est ça, on a été dressé à obéir aveuglément, sans utiliser notre discernement, eh bien, nous, on se tromperait jamais. Alors, ça a été renforcé en même temps que eux s'accaparait le pouvoir. Nous, on se faisait de plus en plus abaisser et endoctriner et dresser à obéir aveuglément. C'est ça? C'est ça, oui. Donc, ça, c'est vraiment le type d'obéissance aveugle par rapport à l'obéissance parfaite qui, elle, est une obéissance qui prend le temps de se demander si l'ordre qu'on nous donne est un ordre légal, d'une autorité légale, selon une procédure légale et selon des objectifs valables. Alors, nous, on n'a jamais été éduqués à ça, à se poser des questions là-dessus. Donc, on a toujours obéi. Alors, on parle de 1867, on s'est fait imposer une constitution, on s'est fait faire des promesses qui n'ont jamais été respectées. Puis après ça, on a changé graduellement cette constitution-là par des jugements souvent de la Cour suprême. Après ça, Mais on va y revenir, Maître Néron. Je veux juste revenir à saint Thomas d'Aquin parce que c'est lui qui a fait le discernement, qui a fait la différence entre l'obéissance aveugle et l'obéissance authentique, avec qu'on opère avec un discernement, se poser les questions, mais jamais cette partie-là n'a été enseignée et n'est enseignée encore, je pense. Parce qu'on vous dites bien dans votre texte qu'on apprend encore les saint Thomas d'Aquin dans les cours.
Oui. En fait, on a toujours, à partir de 1852, Saint Thomas d'Aquin est devenu un auteur extrêmement important. On va tout enseigner de lui, mais la partie, sa doctrine sur l'obéissance, elle, on va toujours l'ignorer. On va arrêter une certaine place où est-ce que ça dit réfléchissez. C'est ça. Au lieu d'obéir. Oui, absolument. Donc, les Canadiens ont jamais été éduqués dans ce sens-là. Puis, jusqu'à la fin du collège classique. Puis aujourd'hui, on pourrait le faire dans les cégeps. Mais dans les cégeps, maintenant, la mode, c'est beaucoup. On parle un petit peu de Platon, d'Aristote. On va les nommer pour que les gens sachent que ces gens-là existent, mais on va pas approfondir des auteurs. On va peut-être citer aussi Saint Thomas d'Aquin, mais on va jamais enseigner aucune de ces doctrines, parce que les auteurs qui sont les plus importants, qui sont les plus enseignés, finalement, on se rend compte que ce sont des auteurs anglo-saxons, puis des auteurs protestants. Alors que les anglo-saxons, les protestants, ont une conception, ont leur propre conception du monde, ont leur propre conception de la loi, du droit et de la justice, et c'est à ça que finalement on éduque les jeunes dans les collèges classiques. Là. Donc, on en fait indirectement des anglo-saxons. Oui. Puis ce que vous dites aussi, là, important, c'est que vous dites qu'il y a quelque chose de malsain à ne jamais se révolter contre des injures et des injustices, ne jamais savoir où et quand son obéissance doit s'arrêter. Tous les êtres humains à peu près normaux le font spontanément. Ils crient à l'injure, à l'injustice, mais pas nos petits poussins à nous. Alors, ça dit beaucoup, ça. Il y a quelque chose de malsain à ne jamais se révolter. Ça veut dire que la désobéissance doit être connue, doit être pratiquée même quand c'est... Parce qu'il y a plusieurs occasions que c'est nécessaire de désobéir à des lois injustes. Absolument. Il y a des fois où tu es confronté à une situation où tu dis, moi, dans le fond, quand on te donne un ordre injuste ou qu'on vote une loi injuste, dans le fond, des fois, ça va te faire des préjudices à toi-même. Mais si on t'utilise pour poser certains actes, puis qui sont des actes injustes, donc tu vas devenir comme l'instrument. Tu vas te laisser utiliser comme un instrument pour faire des injustices à autrui, mais aussi pour te faire une injustice à toi-même, là. Alors donc la liberté, c'est quand même l'une des valeurs les plus importantes pour le développement de l'être humain. Puis là, on va tout simplement obliger les gens à se soumettre tout le temps. Alors ça enlève une bonne partie de la qualité de la vie, là. Et on va le faire sur tous les plans et sur le plan politique également. Parce que là, on va arriver au droit de désobéir. On passe vite. Votre texte, je suggère énormément là, d'aller le lire, les auditeurs, les auditrices. Allez voir où est-ce qu'on parle des auteurs. Saint Thomas d'Aquin, lui, a fini en disant « Une loi qui n'est pas juste, c'est pas une loi ». Et le droit de désobéir, vous énumérez là-dedans qu'il y a 4 façons. Résister, c'est refuser de céder sous la pression d'une force quelconque. Dans le cas d'une résistance qui vient de la population, la doctrine lui reconnaît 4 degrés au niveau possible. La résistance passive, la résistance active légale, la résistance active extralégale et la sédition ou le soulèvement à main armée. Mais nous, on va aller tout de suite à 1982, où quand le gouvernement du Québec aurait pu orchestrer une désobéissance collective à la Constitution, mais il n'a jamais rien fait. Et depuis ce temps-là, vous dites, on a perdu le Canada, on a perdu notre nom canadien, on a tout perdu. Et la façon de se définir comme pays, on l'a pas, là. On n'a plus rien. On est seulement à la merci de ce gouvernement-là fédéral qui nous force de plus en plus encore à obéir. C'est ça? C'est ça. C'est qu'on s'est fait 1982, il y avait eu les promesses de 1867 à le fait que rien ne serait changé sans la volonté du Bas-Canada. Et ça, c'est George Brown qui l'avait dit à un moment donné, puis il parlait pour le gouvernement, puis il y avait Georges-Étienne Cartier qui était assis à côté de lui. Puis là, lorsque George Brown a dit ça, Georges-Étienne Cartier l'a interrompu, il a dit « Écoutez, là est toute la question.
Rien ne sera décidé sans la participation, sans le consentement du Bas-Canada. Puis après ça, l'autre, Brown, a repris la parole. Il a dit exact. Il dit rien ne pourra être décidé, changé sans la participation du Bas-Canada. Donc, c'était une promesse formelle qui avait été faite, ça. Et en 1982, on a eu des changements extrêmement importants dans la Constitution. Et c'était une violation directe, là, très grave, là, des promesses faites en 1865 et 1867. Alors, oui, là, et vous dites, oui, notre gouvernement aurait pu la contester, cette loi, la Constitution de 82, vigoureusement, sans mettre en péril le bien commun. Puis vous dites aussi, la pire attitude dans n'importe quel conflit est de renoncer à prendre les moyens qu'il faut pour se faire respecter. Absolument. C'est comme vous... Oui, qu'est-ce que ça fait, ça? Je veux dire, de ne pas prendre... oui. C'est dans la vie normale. Ça, on le voit dans les écoles. Là. Les enfants là qui se font malmener là, puis qui se font bousculer par les autres, puis qui deviennent, les souffres-douleurs. Ces enfants-là, dans le fond, ils sont pas assez agressifs pour être capables de se rebeller puis de donner monnaie. Il faut se lever puis il faut donner un coup de poing à l'autre. Si l'autre t'en donne un coup de poing, il faut que les enfants là, il faut se faire respecter. Alors à un moment donné, il faut accepter de se battre puis de recevoir un coup de poing sur le nez puis d'en redonner. Puis quand tu réagis comme ça, les autres voient ça puis le harcèlement s'arrête tout de suite. Ouais. Le harcèlement s'arrête tout de suite, là. Donc, c'est de la psychologie naturelle, là. Alors, mais les enfants qui se rebellent pas puis qui se défendent pas, ils deviennent des souffres-douleurs, puis ils sont malheureux, puis ils veulent plus aller à l'école, puis il y en a qui se suicident, puis ils font des dépressions, puis tout ça. Alors, c'est la même chose pour un peuple, là. Alors, quand un peuple, par exemple, parce que nous, dans le fond, on vit avec un autre peuple qui nous impose ses lois, alors, et en plus, il le fait de façon très arbitraire. Alors, quand on laisse faire, donc, on l'encourage à récidiver. Oui. Alors, notre attitude de 1982, on a encouragé le Canada anglais à récidiver. Et naturellement, ils font tout ce qu'ils veulent, puis là, on se baisse la tête, puis on fait rien. Alors que en 1982, le gouvernement aurait pu prendre un ensemble de mesures pour dire cette constitution-là ne s'appliquera pas, ne va pas s'appliquer sur le territoire du Québec, mais on va prendre tous les moyens pour que ça soit ainsi. Alors, le gouvernement du Québec aurait pu le faire très légalement. Naturellement, ça aurait fait des vibrations pas mal, mais ça aurait pas fait plus de mal que ça à la société. Alors, donc, on n'a pas osé le faire. Même à long terme, ça aurait donné quelque chose comme une espèce de dignité, d'être capable de vivre à nos conditions. D'un peuple qui est capable de dire, moi, mon obéissance s'arrête ici. Oui. Alors, donc, c'est suffisant. Mon obéissance s'arrête ici et maintenant. Et vous avez beau insister, je vais résister. Donc, le droit de résistance existe. Donc, dans les 4 degrés que je vous ai donnés là, et que vous avez repris tantôt. Là. Donc, ça peut être une résistance passive, ça peut être une résistance active. Par exemple, sur le résistance active là, légale, là, par exemple, vous pouvez, ça pourrait être comme des recours judiciaires, ça pourrait être des requêtes sur le plan international, ça pourrait être toutes sortes de choses qui sont finalement qui sont légales et qui permettent finalement de régler une question. Alors donc vous lâchez pas là, vous revendiquez vos droits par tous les moyens légaux possibles. Et parfois, si tous les moyens légaux possibles ne donnent pas de résultat, à ce moment-là, on peut utiliser des moyens extra-légaux. Parce que là, exactement, la résistance active légale, par exemple, vous dites en 81-82, le gouvernement du Québec s'était incliné devant les décisions de la Cour suprême, alors que ce tribunal n'est pas constitutionnel. Non. Et qu'il n'est pas crédible. La Cour suprême n'est pas un tribunal constitutionnel. C'est un tribunal qui tient lieu du tribunal constitutionnel, mais il n'est pas constitutionnel. Il n'a pas été créé
par les constituants. C'est qu'en 1865, lors de la conférence de Québec, on avait abordé le partage des compétences, puis on n'avait pas beaucoup de temps, on avait fait ça en 16 jours. Puis concernant une future Cour suprême ou future Cour générale d'appel pour le Canada, à ce moment-là, ils avaient dit, on laissera à l'autorité fédérale, au Parlement fédéral, l'autorité de créer une future Cour d'appel générale pour le Canada. Puis, durant les débats parlementaires sur la Confédération, il y a un collègue, un ami, député de Georges-Étienne Cartier, qui était Joseph Cauchon, puis qui avait abordé la question du droit. Alors, donc, c'était comme quelque chose de préparé d'avance, là, parce qu'il s'est levé, puis il était vraiment bien préparé, puis il posait des questions pour probablement informer ou rassurer les Canadiens français qui devaient voter. Et à un moment donné, vient la question de cette future Cour générale d'appel. Alors, donc, Cauchon pose la question à Georges-Étienne Cartier, quelle sera sa compétence? Alors, Cartier, il dit, je l'ignore complètement. Il dit, je ne sais pas quelle sera la compétence de cette Cour-là. Est-ce qu'elle se fera seulement du droit fédéral ou du droit de toutes les provinces? Il dit, je ne le sais pas encore. Mais il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, parce que même si un jour, il dit, elle n'est pas créée, il dit, même si un jour on crée cette Cour, cette future Cour suprême, il dit, nous aurons toujours le recours au comité judiciaire du Conseil privé à Londres, qui va être le pouvoir de dernière instance. Alors, donc, et c'était le cas, donc, à l'époque, et ça va être le cas jusqu'en 1949, mais en 1949, à ce moment-là, le Parlement fédéral va faire un amendement à sa loi, de sorte que les jugements qui vont être rendus par la Cour suprême du Canada ne pourront plus être appelés devant le comité judiciaire du Conseil privé, lequel était un tribunal d'excellents juristes et qui agissait un petit peu comme un tribunal international à l'intérieur de l'Empire britannique. Parce que eux, dans le fond, c'était des juristes de l'Angleterre, de l'Écosse et tout ça, donc ils n'étaient pas impliqués personnellement par les débats qu'ils pouvaient avoir au Canada. Donc, ils rendaient des jugements beaucoup plus conformes à l'esprit de la Confédération. Mais ça irritait beaucoup le Canada anglais, et c'est la raison pour laquelle ils vont amender de façon unilatérale. Donc, ils vont abroger de façon unilatérale le recours au comité judiciaire du Conseil privé en 1949. Donc, ils vont supprimer cette garantie ultime qu'on avait les Canadiens français en 67, en 65, 67. Absolument. Donc la Cour suprême du Canada a été adoptée par une loi ordinaire du Parlement fédéral. Donc c'est pas un tribunal constitutionnel comme tel, là. Alors parce que c'est pas l'autorité constituante qui l'a adopté. Après ça, là on leur dit tous ces jugements pourront être appelés devant le comité judiciaire du Conseil privé. Mais là, à un moment donné, on arrête cet appel-là. Et là, finalement, en 1982, il va y avoir quand même une chose extrêmement importante en 1982, c'est que avec les chartes, la Cour suprême du Canada va devenir l'autorité législative suprême du Canada. Oui. Parce que toutes les lois et tous les règlements de toutes les provinces, de toutes les municipalités peuvent être revisés et abrogés par la Cour suprême du Canada. Donc, finalement, vraiment, en 1982, on peut dire que la Cour suprême est devenue l'organe suprême du pouvoir législatif. Vous aviez déjà dit d'ailleurs que c'est combien d'avocats qui sont là, juges? Ils sont 9. 9? Ils sont 9, on ne sait pas de quelle façon ils sont choisis. Alors, c'est tout simplement, sous la discrétion du premier ministre, selon les critères que lui veut privilégier. Alors, mais vous aviez dit que c'est ça. C'était 9 juges ou avocats qui décidaient de tout au pays, au Canada. Absolument. Si, par exemple, au Québec, on adopte une loi et que donc tous les partis votent en faveur de la loi,
dans la population, il y a un consensus, il y a même unanimité, tout le monde est en faveur de la loi. Et s'il y a un juge à la Cour suprême, par exemple, s'il y a un appel et qu'il y a un juge à la Cour suprême qui, lui, n'est pas d'accord avec cette loi-là, alors un juge, et que ce juge-là soit le juge dominant du groupe, ben il peut facilement, s'il réussit à convaincre 4 juges, alors donc ils deviennent 5. Ça y est. Alors donc finalement, ben cette loi-là, qui pourrait être une loi fondamentale du Québec, ben serait abrogée par une autorité législative que nous n'avons jamais voulu. Ouais. Ça s'appelle la liberté. Oui. Oui, alors, exactement, oui, c'est clair. Parce que, bon, pour continuer, là, juste pour vous donner une idée aux auditeurs, auditrices, de qu'est-ce que le Québec aurait pu faire, le gouvernement du Québec en 81-82, vous écrivez, le gouvernement du Québec aurait dû continuer le combat, soit en exigeant un arbitrage international, soit en retournant devant un comité judiciaire du Conseil privé de Londres, lequel était une sorte de tribunal international à l'intérieur de l'Empire britannique, vous venez de le dire. Puis ce recours avait pourtant été expressément garanti aux députés, en 65. Alors ça n'a pas été fait, mais ça en était des moyens de résister, ça. Oui. Alors, le gouvernement du Québec, l'État du Québec aurait pu dire, écoutez, là, la Constitution de 1982, nous, non seulement on ne la reconnaît pas, mais on va prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elle n'ait pas d'effet au Québec. Mm-hmm. Alors, par exemple, si la Cour suprême rend un jugement, puis que finalement, ça ne nous convient pas au Québec, à ce moment-là, on va prendre tous les moyens pour que ce jugement-là ne s'applique pas au Québec. Donc, on va faire ça de manière systématique, tant et aussi longtemps que le litige ne sera pas entendu par une autorité soit internationale ou soit par le comité judiciaire du Conseil privé ou n'importe quoi. Donc le Québec aurait dû prendre position puis dire voici notre position et on ne reculera jamais là-dessus. Alors à ce moment-là, pourquoi ça n'a pas été fait, Maître Néron? Parce qu'ils ignoraient ce que c'est. Oui? C'est parce qu'ils n'ont pas lu mon article sur la différence entre l'obéissance parfaite et l'obéissance aveugle. J'avais l'impression que c'était ça, parce que ce que vous avez raconté tout à l'heure à propos de M. Georges-Étienne Cartier, et je fais un parallèle avec René Lévesque en 82, durant la nuit des longs couteaux, c'est là qu'on se fait faire le coup. Mais lui, il pensait peut-être est-ce qu'il croyait que les Ottawa, Pierre-Éliott Trudeau, les artisans de 81-82 étaient de la Constitution de 81-82 étaient pour respecter le Québec? Non, mais je pense que... Aussi naïvement que ça? Oui, René Lévesque, dans le fond, lui, il était même le partisan de l'obéissance aveugle. Là. Alors, lui, il était formé comme ça aussi. Puis, il s'est résigné, puis c'était pas la bonne... Quand tu es le chef d'un peuple, là, il faut que tu tiennes debout. Puis il l'a pas fait, là, René Lévesque. Donc, il s'est fait fourrer, là. Puis il s'est fait humilier, puis tout ça. Puis non, il n'a pas réagi à ça. Alors, et tout le monde a suivi. Alors, non, c'est parce que ça, c'est tellement important, là, ce que vous dites, là. Si on peut réaliser ça, puis si on peut commencer à éduquer justement les enfants, votre prochain article va être aussi très, très important, là, celui qui va traiter du voile, là. Mais cette éducation sur la désobéissance nécessaire, qui est corollaire à l'obéissance, non? Oui, c'est ça. Ah oui, donc ça fait partie de l'obéissance. L'obéissance, dans le fond, c'est je me rappelle plus du terme latin, mais en tout cas, l'obéissance, c'était écouter. C'était le sens premier de l'obéissance, c'était écouter. Alors, donc, à un moment donné, si on te demande des choses qui te conviennent pas, à ce moment-là, t'es pas obligé d'écouter. T'es pas forcé à être... Oui, c'est ça. Donc, t'es pas obligé d'écouter si, en conscience, là, tu es troublé par cette affaire-là ou ça correspond pas à mes valeurs. Alors, naturellement, il faut, si la loi, par exemple, est juste, si la loi est vraiment juste, par exemple, adoptée par l'autorité compétente selon la procédure qu'il faut et que vraiment la loi vise le bien commun, à ce moment-là, si t'es pas content puis que tu désobéis, là tu vas en subir les conséquences là. Alors, mais si par exemple la loi n'est pas
n'est pas valide, si elle n'a de loi que le nom, à ce moment-là, tu peux désobéir. Mais il faut faire attention quand tu décides de désobéir, parce que si tu désobéis tout seul, le gouvernement, il y a tous les pouvoirs, lui. Alors, il va te prendre, il va te faire juger, puis il va t'envoyer en prison. Alors, à un moment donné, je veux revenir avec un point. Toute la société canadienne-française a été indiquée à se mépriser, à se nier elle-même. Et puis, je veux juste aller là parce qu'on va traiter de deux autres choses après, là, deux autres sujets. En 1837, les patriotes ça c'est une autre forme de résistance active extra-légale où est-ce qu'on on prend des moyens un peu plus musclés. Eux, ils ont voulu répondre à la violence par la violence, vous décrivez, mais sans fusil ni munitions. C'était il était un canon en bois. Bon, écoutez, ils sont fait renverser tout de suite, mais cette révolte téméraire, violemment réprimée, a valu aux Canadiens la Constitution punitive de 1840, complétée en 67, puis en 82, etc. C'est évident qu'on est dans une situation qui est défavorable. On est, dans le fond, on a une association avec une autre nation qui nous méprise tout le temps, qui nous regarde de haut. Au 19e siècle, le slogan politique le plus important était « Les Canadiens français doivent disparaître de la surface de la Terre ». Alors, donc, on est des partenaires avec des gens qui ne nous ont jamais aimés, qui ne nous aiment pas et qui ne nous aimeront jamais. Alors, à un moment donné, dans une situation comme ça, à un moment donné, il faut prendre son parti et dire, au moins, si on peut pas prendre des distances, au moins on peut se tenir debout. Tu sais, on peut mettre nos principes là, puis se tenir debout. Et parce que ça va durer encore longtemps, là, voyez-vous. Alors. Ben oui, c'est l'autre point que je veux amener là, dont je vous ai parlé tantôt, l'article de Joseph Facal qui parle de que des alliés habituels d'Ottawa au Québec qui vont se révolter et qui ont annoncé carrément leur désobéissance civile future à la loi et nier toute légitimité au gouvernement du Québec dans la loi qu'il veut faire concernant les signes religieux. Ben eux, ils ont pas de difficulté, ils ont appris ça, la désobéissance. Eux autres, ils ont surtout appris à gouverner. À gouverner, à conquérir. Ils ont pris l'habitude de donner des ordres. Et là, ceux à qui ils donnent des ordres vont adopter une loi qui ne leur plaît pas. Alors si vous dites que ça va durer encore longtemps, en voici un très bon exemple. Oui, absolument. Ça va durer longtemps. Puis regardez, moi je lis de temps en temps là. Le Journal de Montréal, là. La Gazette de Montréal, là. Et dans la page des lecteurs, là, les petites lettres, là, il y a des choses incroyables là, qui passent là-dedans. Là. Tu sais, à un moment donné, j'ai vu là quelques années, là, 2-3 ans, là, il y avait une petite lettre, là, quelqu'un qui disait ils sont toujours fâchés contre les Canadiens français, ces gens-là. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait dit dans sa petite lettre, les Britanniques ont été trop gentils à l'époque de la conquête. Ils auraient dû mettre tous ces gens-là sur des bateaux et de leur souhaiter bonne chance. Alors, ça fait pas longtemps, là, ça fait pas 10 ans de ça fait peut-être 2-3 ans. Une autre petite lettre comme ça qui disait les Britanniques ont été très gentils. En fait, ils ont fait une bonne chose en faisant la conquête, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fini leur job. C'est quand même assez classé. Alors, et donc, ce sont des Québécois, là, c'est-à-dire ce sont des anglophones du Québec, là, ce sont les descendants de ceux qui disaient, il n'y a pas très longtemps, que les Canadiens français doivent disparaître de la surface de la Terre. C'est quand même agressif, là, parce que, regardez, les nazis disaient, eux autres, que les Juifs doivent disparaître de la surface de l'Europe. Alors, donc, en dehors de l'Europe, ils ne voulaient pas toucher aux Juifs. Alors que au Canada anglais, les Canadiens français doivent disparaître de la surface de la Terre. Une des façons qu'ils vont faire ça, là, c'est en permettant aux personnes aux signes religieux ostentatoires d'être portés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, puis dans les écoles, aux enfants, d'accepter que des femmes voilées aillent enseigner là. Puis là, on dirait qu'on revient là au départ, là, avec encore l'obéissance aveugle là, qui va être enseignée, puis la roue tourne.
Ben là, Est-ce que je me trompe? Il va y avoir tout un débat, là, ça commence déjà, voyez-vous, on dit déjà des choses incroyables, puis le projet de loi n'est pas encore rédigé. Alors, naturellement, les anglo-saxons, dans le fond, eux autres, leur mentalité est plus proche, d'une certaine façon, des musulmans. Oui. Parce que les musulmans, eux, en fait, on parle de l'islam radical d'aujourd'hui. L'islam radical d'aujourd'hui, dans le fond, est un mouvement qui ressemble beaucoup au même mouvement de réforme des protestants au 16e siècle. Donc les protestants, oui, avec Luther, puis avec Calvin, puis le protestantisme en Angleterre. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'aime pas l'Église catholique, elle abuse, puis les saints, puis toute la doctrine catholique, tout ça, nous autres, on veut se libérer de ça, et on veut retourner au christianisme des premiers siècles, avant qu'il y ait une doctrine. Donc, on va lire tout simplement le Nouveau Testament, puis la Bible, puis toutes les doctrines que l'Église a produites depuis des siècles et des siècles. Nous, on veut rien savoir de ça, on veut aller au texte d'origine. Mais la révolte des musulmans d'aujourd'hui, là, l'islam révolutionnaire, ils disent exactement la même chose, là. Alors, ils disent, eux, tout ce qui a été dit par la doctrine musulmane, par les théologiens, les chiites, tout ce que tu veux. Alors, nous, on veut... alors, c'est ça, imam. Alors, mais imam, c'est vraiment bas, là. Alors, donc... toute cette doctrine-là, là, alors nous, on la rejette, puis on veut retourner au texte d'origine. Donc, eux, ils veulent retourner au Coran et à une interprétation littérale du Coran. Mais si vous vivez avec une interprétation littérale du Coran, vous pouvez pas vivre en paix avec le monde occidental, parce que le monde occidental est chrétien, et dans le Coran, les principaux ennemis de la religion, ce sont les chrétiens. Donc, Mohammed était en guerre contre les chrétiens d'Orient et les chrétiens et les chrétiens d'Arabie Saoudite. Et donc, parce que dans le fond, eux étaient quand même assez puissants comme groupe, et eux, Mohammed et son groupe étaient un petit groupe au début, là. Donc, les chrétiens étaient une menace pour eux, et on voit dans le Coran un très grand nombre de versets qui sont très agressifs vis-à-vis des chrétiens, et même Dieu proclame la guerre contre ces gens-là, leur demande de les chasser, de les tuer, de leur couper la tête, et ça, je veux dire, cette interprétation-là avait été mise de côté là pendant longtemps, mais là, ça revient. Alors, c'est revenu, là, oui. Mais cette rigidité-là, Maître Néron, quand dans le texte de Joseph Facal, il dit que la rigidité des alliés d'Ottawa habituels, là, cette véhémence d'Ottawa et de ses alliés traduisent une position de fond. Le seul Québec acceptable, c'est le Québec soumis, docile, le Québec dans le moule canadien, le Québec de Philippe Couillard. C'était, comme on l'avait appelé, le colonisé suprême. Mais il y a aussi un autre facteur qui explique cette intransigeance. Je pense de l'erreur avec ça, c'est que le Québec n'est plus respecté. Il est devenu un chaton dégriffé, un tigre de papier. Il y a un prix à payer. C'est effrayant, ça. C'est justement ce que George Brown avait dit pour la Confédération. Lui, c'était quand même le principal concepteur de l'idée de Confédération. C'est lui qui avait mené le projet. Puis dans sa correspondance privée, à un moment donné, il avait dit à une couple de personnes, il dit 1840, la Constitution ne nous a pas permis de les assimiler, mais par contre, on peut encore, avec la Confédération, leur couper les griffes et leur arracher les dents. Puis puis George Brown, on n'en a pas parlé durant le 150e, hein, à cause de toutes les choses-là qu'il avait dites. Moi, j'en ai parlé, mais... oui, vous, puis nous. C'est ça, mais non... Mais pas les 500 millions du Canada, puis de Trudeau, là, puis de Mélanie Joly. Ils n'en ont jamais parlé, eux. Non. Bon, il ne faudrait pas se perdre dans notre sujet, mais juste terminer en disant, allez lire le texte de Maître Néron sur Vigile. L'obéissance, la notion d'obéissance inclut la désobéissance. C'est encore dans la page d'actualité.
si je me trompe pas. Je suis allée ce matin, hier, en tout cas, c'était là. Et puis, c'est essentiel. C'est un texte incontournable, moi, je trouve. Alors, vous avez dit plutôt que vous étiez pour écrire un texte concernant le voile, un texte de loi, en plus, qui traite de loi, et que vous allez essayer d'envoyer à des ministres de caquistes, c'est ça? Oui. Les principaux ministres là, qui s'intéressent au sujet, là, je vais en envoyer une copie au premier ministre. Puis donc, je vais faire non seulement je vais envoyer non seulement le texte, mais les autorités qui pourront lire si ça les intéresse, parce que ce sujet-là est extrêmement important. Parce que moi, je me dis qu'à un moment donné, il faut à un moment donné prendre une décision. Puis la société doit se protéger. Et notre gouvernement doit protéger la société et nos enfants. On ne peut pas laisser des enfants dans des écoles, parce que les enfants, ce sont des personnalités en train de se former. Hein? Ce sont des esprits qui sont en train de découvrir le monde. Puis on peut pas les confier à des extrémistes, des gens qui ont une vision du monde tout à fait différente de la nôtre, des valeurs différentes, et des gens dont la première obligation, comme croyants, c'est de faire du prosélytisme. Ben, ils vont tous vous dire non, on fait pas de prosélytisme. Ils vont tous vous jurer qu'ils font pas de prosélytisme, mais c'est très facile de faire du prosélytisme avec des enfants. Oui. Alors, oui. Ça rentre, là, puis les enfants, on peut pas les accuser de pas avoir de jugement, là. Ce sont des enfants. Ben, ce sont des enfants, c'est ça. Alors, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour être formés, ils sont là pour former leur personnalité, pour apprendre des choses, pour découvrir le monde. Alors, ça peut pas être, on peut pas mettre dans nos classes des gens qui sont des sympathisants et des militants d'un régime révolutionnaire extrêmement violent, dont l'un des objectifs est de faire disparaître la civilisation occidentale et ses valeurs. Et qui s'y prend en dressant les gens à l'obéissance aveugle. Ben, c'est ça. Alors, donc, il faut faire quelque chose. Le voile, dans le fond, c'est un symbole. Hein, c'est un symbole. C'est le plus grand symbole de l'islam révolutionnaire actuel. Là. Alors, radical. Oui. Radical, c'est ça. Donc, ça a commencé finalement parce que le voile avait beaucoup disparu là. Oui. Dans plusieurs pays. Ben oui. Oui, à partir de 1916 là, jusqu'à 1939 là, le voile a disparu. Il y avait 85% des femmes dans les principaux pays musulmans qui ne portaient plus le voile. Oui. Après ça va reprendre, ça va chuter encore à partir des années 50 là, mais ça va remonter en flèche à partir de la révolution iranienne. Donc, celui qui va réhabiliter vraiment le voile comme signe de fierté, comme signe de ralliement, alors ça va être Khomeini. Même si Khomeini est chiite, tous les musulmans sunnites du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, vont suivre cette révolution-là. Et ça va leur donner des idées, là. Et là, naturellement, il va y avoir d'autres groupes qui vont se former du côté des sunnites. Et l'étendard, ça va être vraiment là le voile. Là. Donc, on va réhabiliter le voile et les femmes vont porter le voile, surtout par sympathie pour ces mouvements radicaux-là qui veulent redonner à l'islam sa place là. Alors ils vont reprendre un peu le même slogan que Trump là. Oui. L'islam great again. Alors oui, exactement. Mais Maître Néron, à ce moment-là, quand votre article va sortir, on va vous réinviter pour que vous veniez nous parler de ça parce que c'est tellement intéressant et il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir pour justement éviter de tomber dans le clan de l'obéissance aveugle. C'est de regarder les choses de manière raisonnable. Parce que la liberté de religion, c'est une liberté. C'est pas un droit. Hein? Un droit, c'est quelque chose auquel on n'a pas... personne ne peut s'opposer. Par exemple, vous avez le droit à la vie. Hein? Votre droit à la vie, là, c'est pas quelque chose qui se discute, ça. Hein? Vous avez le droit à l'intégrité corporelle. C'est pas quelque chose qui se discute, ça. Mais par contre, il y a des choses qui se discutent dans la société. Donc, il y a des zones de liberté pour d'autres conduites. Alors, on appelle ça, ce sont des zones de laisser-faire. Donc, on appelle ça des libertés. Il n'y a pas de liberté à la vie.
Mais par contre, il y a une liberté à l'exercice d'un culte. Alors donc la société accepte que de laisser une zone de laisser-faire dans l'exercice d'un culte, parce que dans le fond, la liberté, c'est important pour les personnes pour être capables de se réaliser. Donc, on donne autant de liberté qu'on peut, mais à un moment donné, faut être réaliste et regarder comment vont les choses, là. Donc, on ne donne pas une liberté illimitée à des révolutionnaires, à des gens qui veulent détruire à peu près tout ce qui est devant eux, là. Parce qu'on voit... Oui. Oui, alors... Une dernière chose là-dessus là, qu'on pourrait dire, c'est les Britanniques, eux ont une façon de penser, si on veut, ou des valeurs de droit individuel, de liberté sans frontières, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ce qui distingue, dans le fond, l'esprit protestant de l'esprit islamiste, c'est que l'esprit protestant, lui, naturellement, veut retourner aux sources, mais par contre, il est pour une liberté pratiquement illimitée. Alors que les islamistes, eux, sont contre la liberté parce que ils veulent que tous, parce que eux, ils disent, ils forment une communauté. Donc, une communauté soudée. Donc, l'individu, lui, il n'est pas important là-dedans. Et d'ailleurs, quand on voit, ils font des exercices exactement pour se lier les uns aux autres, là. Par exemple, quand vous voyez comme la prière, là, la fameuse prière qui se prosterne, là, puis avec les formules et tout ça, donc, il faut qu'ils soient à telle distance des autres, là. Il faut qu'ils soient vraiment très, très proches les uns des autres, sans se nuire, là, mais il faut qu'ils soient le plus proches possible les uns des autres. Souvent, dans certains groupes, ça va être, ils vont avoir même le même habillement et ils vont se prosterner de la même façon, puis ils vont dire les mêmes mots en même temps. Donc, c'est pour créer une unité. Oui. L'être humain, là, l'individu est dilué dans la communauté. Absolument, absolument. Dans l'islam, c'est ça. Mais par contre, ce qu'ils ont de commun avec les protestants, c'est qu'eux, ils veulent retourner aux textes originaux. Bon. On va reparler de ça la prochaine fois que vous allez venir en entrevue avec nous. On va passer à l'autre sujet qui vous intéresse beaucoup, que vous trouvez d'une grande importance, c'est SNC-Lavalin. Oui. Jusqu'à date, on a entendu parler juste maître Monsieur Trudeau et même pas Jerry Bott. On a entendu comment on l'appellerait en français, là, c'est un haut fonctionnaire, en tout cas libéral, là, Wernick, qui est allé d'une envolée, là. C'est le greffier, c'est le greffier du bureau du premier ministre. Oui, du bureau du premier ministre. Il est le plus haut fonctionnaire de l'État. Oui. Bon, est-ce qu'il a fait pression lui aussi? En tout cas, ce qui est important, la question, c'est on veut savoir quel est le degré d'interférence qui aurait entravé l'indépendance de l'Attorney General, ça c'est l'avocat général, la procureure générale, Mme Jody Wilson-Raybould. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue légal, justement? OK, donc, moi, je vois, il y a peut-être une vision différente de la fonction du procureur général et peut-être une conception différente entre ce qu'elle pense de la manière des pouvoirs du procureur général et ce que Trudeau peut en penser ou que le haut fonctionnaire peut en penser. Il y a un conflit là-dessus, là, sur l'interprétation, la manière dont doit se comporter. Parce que Wilson-Raybould, là, a été nommée ministre de la Justice dans le premier gouvernement de Trudeau, là, au début, là. Mais elle a également obtenu le titre de la fonction de procureur général. Donc, ministre de la Justice et procureur général, dans le fond, ce sont deux fonctions qui sont très près, mais qui sont différentes. Alors, il pourrait y avoir, par exemple, Trudeau aurait pu nommer, par exemple, Wilson-Raybould, ministre de la Justice, puis donner le titre de procureur général à un autre député. Mais la coutume, c'est d'unir les deux fonctions. Et elle, c'est une femme, une avocate de Vancouver, de la région de Vancouver, qui a étudié à Vancouver, qui a toujours vécu là. C'est une Indienne, je sais pas quelle tribu, et c'est la première Indienne à devenir ministre de la Justice au Canada, là. Donc, et en plus, elle a pratiqué le droit longtemps, mais c'est toujours pratiquement dans les affaires autochtones, là.
Alors, donc, elle était très intéressée, là, comme ministre de la Justice, de prendre en main la question des 1200 femmes autochtones qui sont disparues, là, ou battues, ou tout ça. Oui. Alors, donc, elle voulait faire quelque chose là-dedans. C'était l'une de ses priorités. Mais par contre, elle aussi, elle avait sa conception des pouvoirs du procureur général. Pour elle, ce que j'ai vu, c'est qu'elle considère que le procureur général, dans le fond, est comme autonome dans sa fonction. Oui. Dans le fond, le procureur général, dans le fond, aurait pas de compte à rendre à personne, ni au premier ministre, ni au Parlement, là. Donc, il serait un peu comme un juge, là. Les juges sont autonomes, là, puis ils sont responsables de rien. Alors, elle, à partir d'une décision qui avait été rendue en Angleterre vers 1950, là, il y avait eu cette distinction-là qui avait été faite, là. C'était une distinction de doctrine. Alors, elle adoptait cette doctrine-là, en ce sens que quand je suis ministre, par exemple, de la Justice, là, je réponds de mes actes devant le premier ministre ou devant le Parlement. Mais quand j'agis comme procureur général, je suis comme indépendante, puis personne ne peut intervenir. Donc, je suis responsable de rien. Puis, elle dit, elle a rajouté quand même que les responsables, les avocats du gouvernement, les procureurs, par exemple, comme Kathleen Roussel, qui est la directrice des poursuites pénales, est dans la même idée, là. Donc, ils veulent être indépendantes. Et elle, ce qui est arrivé, c'est que il y avait eu un projet de loi à partir de janvier 2017, je pense, pour amender le code criminel pour permettre à ce que, quand il y a des grandes compagnies qui sont poursuivies, pour permettre, dans certains cas, que uniquement les administrateurs qui vont avoir commis des actes criminels soient poursuivis et que la compagnie elle-même, l'entreprise, elle va reconnaître les faits comme tels, va reconnaître les faits, va payer des amendes, va rembourser si elle a eu des profits et tout ça, elle va régler son problème de cette façon-là. Et donc, au lieu, par exemple, de poursuivre la compagnie au criminel, donc on va poursuivre juste les fautifs et la compagnie, elle, va bénéficier d'un programme d'arrangement. Parce que l'idée, c'est de ne pas pénaliser les innocents. Parce que dans une compagnie comme SNC-Lavalin, c'est l'une des 10 plus grandes entreprises d'ingénierie au monde. Alors, ils ont 16 000 employés. Ils en ont à peu près 5 000 au Québec. Puis, ils ont des actionnaire. Puis, ils ont des... c'est ça. C'est une entreprise extrêmement importante. Et juger au criminel la compagnie, à ce moment-là, c'est de lui enlever de sa force. C'est à un moment donné, quand vous êtes pris dans une procédure criminelle, à ce moment-là, les actionnaires perdent leur argent. Puis il y a certains qui vont vendre, puis tout ça. Alors la compagnie va s'affaiblir considérablement au point qu'elle ne vaudra plus grand-chose. Puis n'importe qui va avoir un peu des moyens va pouvoir l'acheter, puis l'intégrer, puis en faire ce qu'il veut, puis de l'amener chez lui. Par exemple, si ce sont des Américains, ils peuvent amener la compagnie aux États-Unis, puis tout ça. Donc, ne pas protéger cette compagnie-là, ce serait une faute extrêmement grave de la part du gouvernement. Donc, puis en plus, c'est une compagnie québécoise, là. C'est pas une compagnie de Toronto, là. Ni une compagnie surtout, c'est ça. Là. Alors, elle, donc cette loi-là, finalement, a été adoptée, puis elle est rentrée en vigueur le 21 septembre dernier. Donc, à partir de ce moment-là, SNC-Lavalin pouvait demander au gouvernement, écoutez, là, jugez les responsables. D'ailleurs, il y en a déjà qui ont déjà été jugés. Et les responsables, d'ailleurs, ont déjà tous été mis à la porte, sont déjà tous partis. Donc, le SNC-Lavalin a fait des pressions auprès du gouvernement pour dire, écoutez, là, ne faisons pas d'injustice à tout le monde. Réparons ce qui peut être réparé, puis ceux qui ont commis les fautes, qu'ils soient jugés devant un tribunal criminel. Mais n'allons pas prendre une décision qui va pénaliser des milliers de personnes. Oui. Alors, donc, cette loi-là, finalement, elle est entrée en vigueur le 21 septembre. Alors, mais avant que la loi entre
en vigueur. Le 10 septembre, c'est Trudeau qui va rencontrer Mme Raybould, Wilson Raybould. Je pense qu'il va être accompagné de Michael Wernick, là. Donc, il va avoir une rencontre avec elle. Alors, le 17 septembre, pour lui demander, parce qu'ils vont lui dire, regarde, ça va dans quelques jours, la loi va être en vigueur. Oui. Alors, donc, on voudrait que, finalement, que le procureur général fasse des procédures contre les fautifs, mais qu'il applique la nouvelle loi pour la compagnie, pour pas que la compagnie soit accusée criminellement et qu'elle en subisse toutes sortes de préjudices, là. Mais Maître Néron, avant ça, le 4 septembre, c'était cette date-là que SNC-Lavalin est venu, a été mis au courant que il pourrait pas profiter de la loi. Oui, en fait, c'est cette période-là, parce que durant cette conversation-là de M. Trudeau, enfin, je l'appelle monsieur, la première fois que je l'appelle monsieur. C'est Justinius, monsieur, Maître Christian Néron. Alors, Trudeau et le greffier, le greffier du conseil privé, Wernick, rencontre Mme Raybould, donc, pour leur demander que la nouvelle loi soit appliquée. Et elle a dit non. Elle a dit, je vais pas l'appliquer. Puis d'ailleurs, elle a dit, la directrice des poursuites criminelles, Kathleen Roussel, ne veut pas non plus. Elle a dit, moi, je vais pas m'interposer, puis je vais la laisser faire comme elle veut. Puis elle a dit, d'ailleurs, en tant que procureur général, je vais abriter le pouvoir de poursuite, là. Alors, en plus, c'est que la loi permettait expressément à la procureure générale d'envoyer une lettre à la directrice des poursuites criminelles leur disant qu'elle voulait procéder de cette façon-là et qu'elle pouvait même ramener tout le dossier sur son bureau. Elle pouvait le faire par une lettre en autant que la lettre soit publiée dans la Gazette officielle. Donc, elle pouvait le faire légalement. Donc, mais elle a, dans la première réunion, elle a dit qu'elle refusait et que Kathleen Roussel refusait également. Donc, pour elle, elle a comme fermé la porte là-dessus, là. Et là, il y a eu des motions. Elle a été, il y a eu un cabinet shuffle. Beaucoup plus tard. Oui. Alors, donc, ce qui va arriver, c'est que là, les choses vont continuer comme ça, mais naturellement, SNC-Lavalin, eux autres, ils vont continuer à faire du lobby auprès des ministres et tout le monde, là. Absolument. Alors, donc là, ça va continuer comme ça, puis il va y avoir des discussions, mais il n'y aura plus de contact avec elle jusqu'au 5 décembre. Donc, du 17 septembre au 5 décembre, le Trudeau et ses proches n'ont pas de discussion avec elle, là. Mais le 5 décembre, ça va être le chef de bureau de Trudeau, là, Gerald Bott. Jerry Bott, oui, qui va avoir une rencontre avec Wilson Raybould, là. Et ça va pas donner aucun résultat. Et là, ça va aller plus loin. Ça va aller au 18 décembre. Et là, Gérald Bott va avoir une rencontre avec la chef de bureau de Wilson Raybould, qui est Jessica Prince, là. Donc, c'est une troisième rencontre, là. Et ça va donner aucun résultat. Et le lendemain, ça va être Michael Werner qui va avoir une rencontre. Donc, le greffier, le plus haut fonctionnaire, va avoir une rencontre avec Wilson Wernick, qui va avoir une rencontre avec Wilson Raybould. Donc, il va y avoir en tout quatre réunions, là. Donc, pour une question aussi importante que ça, c'est pas beaucoup, là, 4 rencontres, là. Puis, Madame Raybould, c'est pas fait vraiment tordre les bras, là. Dans le fond, je pense que le gouvernement avait la responsabilité de sauver une entreprise très importante du Québec. Donc, c'est pas de la pression. Non, c'est pas. En fait, vous avez quand tu es ministre, tu es premier ministre, tu es quand même responsable de gouverner un pays. Et là, dans une province, il y a une compagnie extrêmement importante qui est sur le point d'être mise en difficulté ou faire faillite ou se faire racheter et tout ça. Alors, ta responsabilité, c'est de faire quelque chose pour sauver cette compagnie-là. Et naturellement, la loi avait été adoptée justement pour ça. Alors, la loi est adoptée au mois de décembre. Elle est rendue au mois de décembre. La loi est adoptée, là. Le 21, elle était adoptée
le 21 juin, mais elle est rentrée en force le 21 septembre. OK. Alors, passé le 21 septembre, elle aurait pu, SNC-Lavalin aurait pu profiter de cette loi-là. Absolument. La ministre Wilson-Raybould n'avait qu'à envoyer une lettre à Mme Kathleen Roussel lui disant qu'elle veut utiliser cette procédure-là, puis lui dire, ramenez le dossier sur mon bureau. Et à ce moment-là, il fallait que la lettre soit quand même publiée dans la Gazette officielle, ça veut dire la rendre publique. Alors, la grande question, Maître Néron, c'est pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? C'est parce qu'elle invoque le bureau, que sa fonction de procureur général la met à l'abri de la politique, qu'elle n'a pas de compte à rendre et qu'elle doit garder un système d'administration de la justice transparent et que les gens aient confiance dans le système de justice. Donc le SNC-Lavalin, que le SNC-Lavalin soit traîné en cours, en procès, c'est ça qui est la justice pour elle. C'est ça. Alors, donc, même s'il y a des milliers de personnes qui vont en subir préjudice, elle dit qu'il y a quand même justice à ne pas intervenir dans le fonctionnement du système judiciaire. Alors, donc, même s'il y a des milliers de personnes qui perdent leur emploi, leur fonds de pension, etc. Oui, c'est parce que c'est au Québec. OK. Alors là, mais c'est intentionnel, ça? Elle, c'est une fille de Vancouver. Elle a étudié à Vancouver. Elle a étudié à Victoria. Alors, elle connaît... moi, j'ai déjà vécu dans cette région-là pendant longtemps. Puis, de Québec, là, on n'entend rien. Là. Je veux dire, ça n'existe pas, le Québec, là. C'est à peu près qu'on a autant de nouvelles de la Chine que de Québec. Là. Ça n'existe pas. Là. Il n'y a pas de revues, il n'y a pas de journaux, la radio. Moi, quand j'étais là, c'était comme ça. Là. Puis, ce que tu connais du Québec, c'est les préjugés, les Québécois qui sont des troubles-fêtes, qui reçoivent tout, qui donnent rien. Alors, naturellement... je vais rendre la question plus claire. Est-ce qu'elle voulait punir le Québec? Non, je pense pas que son intention était de punir le Québec, mais dans le fond, le Québec, c'est rien. Là, dans le fond, ce qui l'intéresse, c'est le monde des Autochtones et tout ça. Et dans le fond, elle est centrée sur d'autres questions. Et je pense que son jugement est très mal avisé dans ce cas-là. Donc, son jugement, ça fait une grave erreur de jugement et que l'autre, là, Kathleen Roussel, également, fait une erreur de jugement parce que pour punir quelques personnes qui ont commis des actes criminels dans les années, c'est allégué, c'est entre 2001 et 2011, on a des administrateurs de SNC-Lavalin qui ont donné des commissions illégales. Des pots de vin. Des pots de vin. Alors, pour avoir des contrats. Alors, ça fait partie du monde des affaires, des grosses affaires. C'est comme ça que ça se brasse souvent. Alors, s'il n'avait pas donné les montants demandés, il n'y aurait pas eu les contrats. Alors, c'est ça. Mais là, l'idée, c'est de pas causer de préjudice grave à des milliers de personnes, alors en utilisant cette loi-là. Alors, donc, moi, je pense pas que Trudeau a abusé de son pouvoir, qu'il lui a tordu les bras. De toute façon, comme ministre, tu es obligé, à un moment donné, comme premier ministre, de parler à tes ministres puis de dire, regarde, nous, on fait de la politique, là. Puis la politique, la politique, ça fait, des fois, il faut convaincre, puis des fois, il faut contraindre. Dans son cas, les contacts qui ont eu lieu avec elle, c'est pas de la contraindre, mais c'était de la convaincre. Et naturellement, là, elle a pas voulu, elle a gardé ses positions, puis naturellement, là, le Trudeau a décidé de la remplacer par un autre, là, un député, qui était un député de Montréal, je pense, c'est David. Oui, Lametti. Lametti, qui, lui, était un professeur de droit, là. Donc, lui, David Lametti, j'imagine qu'il a dû envoyer la lettre, la fameuse lettre, là. Je sais pas, probablement qu'il l'a fait. Il a dû le faire assez vite. Alors, pour éviter que le procès commence. Donc, à partir du moment que tu envoies la lettre au procureur général, non, que tu envoies la lettre à la directrice des poursuites criminelles et que tu publies la lettre dans la Gazette officielle, à ce moment-là, le procureur général peut reprendre le dossier et d'appliquer la nouvelle loi. Mais aussi, ce
que je veux dire, puis que vous entendez, c'est que la rigidité de Mme Wilson-Raybould ne convainc pas plus les Canadiens de respecter la justice au Canada. Ben non, parce que... C'est ça qu'elle voulait faire. Hein? Oui, elle, c'était un principe de dire, on va protéger la fonction du procureur général pour éviter que la politique intervienne. Mais à un moment donné, vous avez là, tout le monde peut prendre... Le gros bon sens. C'est ça, tout le monde peut prendre une mauvaise décision, là. Puis si cette mauvaise décision-là va créer des préjudices graves à des milliers de personnes innocentes, ben là, tu dis, on s'arrête, là. Et elle, restait sur ses principes, puis parce que au Canada anglais, on pense comme ça. Alors, il y aurait un des profs de droit de Toronto, là, Peter Russell, l'aurait appuyé, puis il a trouvé extraordinaire la manière dont elle s'est tenue dans ce dossier-là. Alors donc, je pense que son attitude plaît beaucoup au Canada anglais, parce que dans le fond, le principe pour eux autres, c'est ce principe-là qui doit être respecté. Puis s'il y a une grande compagnie du Québec qui tombe en morceaux, puis que des milliers de personnes vont perdre leur emploi, ben là, ça, c'est pas grave, ça. Ouais. Alors la question québécoise, elle joue quand même. Ben oui, évidemment. C'est le Québec, c'est le Canada contre le Québec, encore une fois. Et là, c'est Trudeau, finalement, qui se retrouve vraiment, normalement, lui, il est toujours du côté du Canada, mais là, il est bien obligé de se mettre du côté du Québec parce que les élections s'en viennent, puis là, il perd des plumes du côté du Canada anglais, et là, s'il laisse tomber SNC-Lavalin, ben là, il va perdre le Québec également, là. Puis là, il va perdre des élections, ça qui est clair. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, là, l'Alberta, ils sont furieux. L'Alberta, ils sont furieux contre Trudeau. Il y a même un sénateur qui a dit des choses assez graves là-dessus, qui a dit à ceux qui sont partis en camion pour faire des démonstrations devant Ottawa, il a dit, allez-y, puis roulez sur tous les libéraux que vous rencontrerez sur votre passage, tu sais. Puis il y a des gens aussi il y a même quelqu'un qui a fait des menaces, là, une menace de mort sur Facebook, là, concernant Trudeau. Ça se fait que c'est là que Wernick a dit qu'il craignait de la violence. Ah, c'est pour ça. Il craignait de la violence lors des prochaines élections, là. Oui. Alors là, le Canada et le Québec se divisent là, sur SNC-Lavalin, là. Ça va mal, là. Donc, pour lui, regardez, l'Alberta, il n'y aura pas de député là. En Colombie-Britannique, il n'y aura pas beaucoup. Ah, c'est sûr. C'est clair. Wilson-Raybould devient l'héroïne, là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas rien qu'elle. C'est elle qui est la chef de tous les Indiens, là. Oui. Alors, donc, je ne sais pas s'ils vont venir à bout du pipeline, là, mais ça aussi, c'est une grosse affaire parce que ils ont dit le convoi, là, il y avait un slogan qui ont sorti. Si en Alberta, il y avait SNC, est-ce que vous construiriez le pipeline? Tu sais, ça, c'est une belle craque envoyée au Québec, là, encore, là, mais bon. Oui. Mais, alors, pour faire suite à ce qu'on disait, Maître Néron, en Alberta, le parti qui devrait prendre le pouvoir d'ici mai, parce qu'en avril passé, il y avait 70% des appuis, là, c'est le parti conservateur unifié de l'Alberta de Jason Kenney. Oui. Puis eux autres, ils promettent, parce que là, ça va mal, eux autres, sont en difficulté, sont endettés, à chaque année, ça arrête plus, puis là, ils viennent de payer encore la péréquation, ils veulent plus en payer, c'est clair. Oui. Alors, ils veulent faire ouvrir la Constitution. C'est pour ça que c'est important que vous nous en parliez, parce que dans l'article de leur programme, l'article D3 des statuts du PCUA, c'est écrit qu'une fois au pouvoir, les conservateurs promettent de tenir un référendum par lequel l'Alberta forcera, c'est le vrai mot, forcera le gouvernement fédéral à ouvrir une table de négociation dont le sujet serait l'abrogation de l'article 36 de la Constitution de 82, le programme de péréquation. Maître Néron, l'Alberta a un rapport de force favorable en plus pour faire ça. Ça va arriver, ça? Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, mais maintenant, avec la Constitution de 1982, il y a des règles précises là,
pour être capable d'ouvrir la Constitution. Là, par exemple, il y a différentes règles. À un moment donné, ça prend le consentement de toutes les provinces. Des fois, ça prend le consentement de 3/4 des provinces avec 50% de la population générale du Canada. Alors, s'ils sont pas dans les règles prévues de 1982, ils auront beau prendre le référendum qu'ils voudront, ils vont pas ouvrir la Constitution. Là. Ici, Antoine Robitaille, il disait ça. Il disait qu'un référendum gagnant activerait l'obligation de négocier, définie par la Cour suprême dans son célèbre renvoi sur la sécession de 1998. Oui, mais là, je pense pas qu'ils vont demander. Eux autres, ils veulent demander tout simplement l'abrogation d'une disposition. Alors, c'est pas un peuple qui cherche à se libérer, là. Alors, non, moi, je pense pas que ça puisse avoir... S'ils réussissent à ouvrir la Constitution, donc, il faut que tout soit remis sur la table. Là. Le Québec ont beaucoup de demandes à faire là, pour les changements constitutionnels. Ben oui. Alors là, parce que Legault, il n'est pas officiellement séparatiste, mais il est très nationaliste. Puis, c'est certain que le Québec a beaucoup plus de choses à demander que l'Alberta peut en avoir, là. Mais il pourrait avoir un appui de... Legault pourrait donner son appui parce qu'il l'a dit, pour être moins haï, le Québec devrait s'affranchir de la péréquation. Ça nous met dans une position de vulnérabilité. Alors, il pourrait tout aussi bien dire à l'Alberta, nous autres, on se met de votre côté. On veut plus avoir de la péréquation. D'ailleurs, il l'a dit, Legault, qu'il n'en voulait plus, n'est-ce pas? Oui, j'ai vaguement entendu ça, mais de toute manière, les dettes, l'Ontario a acquis une immense dette à l'endroit du Québec à partir de 1840, et aujourd'hui, ça représente des centaines de milliards, et ça n'a jamais été remboursé. Alors, oui, la fameuse, parce que en 1840, le Haut-Canada était en faillite, là. Et il n'y avait plus d'argent, puis il y avait des travaux qui étaient commencés, tout était arrêté, là. Alors, la révolte des patriotes a permis d'arriver avec une nouvelle constitution qui unissait les deux provinces et surtout qui unissait les deux revenus. Le portefeuille, ouais. Et les deux dettes, là. Alors, immédiatement, quand la Constitution de 1840 a été mise en vigueur, tout a débloqué là, parce que l'Ontario ou le Haut-Canada s'est mis à pouvoir emprunter de l'argent pour pouvoir fonctionner. Oui. Puis là, ils avaient de l'argent, là. Donc, ça relançait l'activité économique parce que là, la province était réellement en faillite, là. C'est de ça que les gens parlent quand ils disent là, que quand on remet en question la péréquation, que moi j'appelle vraiment un chèque de BS, là, c'est souvent ça qu'on se fait remettre sur le nez. Hein? On a le droit... De toute manière, on paye quand même de cette péréquation-là, on en paye quand même 20%. Alors, si on en reçoit, c'est parce qu'aussi on est une province nombreuse et en plus, c'est que le Québec n'a jamais demandé cette péréquation-là. Ça nous a été imposé par la Constitution de 1982. La péréquation, dans le fond, il y a eu une demande qui a été faite parce qu'il y avait des efforts à faire, vu que c'était dans les périodes des grandes guerres, il fallait trouver des fonds, puis on en a trouvé avec ça. Ça a été établi pour ça, non? Moi, je ne connais pas les origines de la péréquation. OK. Alors, mais c'est sûr que durant la guerre, il y avait eu les bons du Trésor, là. Alors, ils s'en vendaient partout, là. Donc, les gens prêtaient de l'argent au gouvernement, puis on leur remettait un bon. Et ça, le Québec a beaucoup participé. Chez nous, on en a encore de ces bons-là. Ah oui. Mon père en avait acheté dans les années 40, là, puis on les a encore. Bon, alors d'après vous, là, il n'y a pas de ronde constitutionnelle qui va Trudeau, de toute façon, il veut pas l'ouvrir, la Constitution, ça c'est clair. Mais pour compenser l'Alberta qui s'est endetté puis qui s'endette à chaque année davantage, qui veut plus payer de péréquation, au lieu il peut faire un arrangement secret, puis dire comme nous cette année, là, le Québec, au mois de décembre, on a entendu Legault dire pétrole sale, c'est la pire insulte qu'on peut pas faire à l'Alberta. Puis en même temps, quelques jours plus tard, 48 heures après, il apprenait que
les paiements de prééquation, il y avait 1,4 milliard de plus que l'année précédente. L'accord peut être que, regarde, on leur donnera pas le 1,4, puis nous autres, on va faire quoi là avec nos transferts sociaux, puis le manque d'argent à gagner. Le Québec va payer d'une manière ou d'une autre, là, parce que vous l'avez dit, Trudeau, il est dans une très mauvaise posture. Oui, de toute manière, là, je sais pas exactement. C'est compliqué le calcul de la péréquation. Mais si l'Alberta est en si mauvaise position de la péréquation, elle va en recevoir, là. Peut-être pas cette année. Là, cette année, non, pas cette année. C'est selon le budget toujours de l'année précédente, là. Alors, à un moment donné, elle risque d'en recevoir, puis même d'en recevoir longtemps, là. Regardez, les provinces maritimes, ça fait longtemps qu'ils en reçoivent de la péréquation, puis ils vont en recevoir longtemps, mais il y a des provinces qui sont plus favorisées, comme l'Ontario, la Colombie-Britannique. L'économie roule très bien, là, donc le Canada a décidé de répartir la richesse. Répartir la richesse dans une unité politique, c'est extrêmement important. C'est ça qui permet de souder les liens, là. Alors, moi, j'ai jamais réfléchi, jamais étudié la question de la péréquation. Mais n'empêche que la péréquation, ça fait partie de la justice distributive, là. Alors, que ça devrait être ça, même dans l'Union européenne, mais l'Allemagne a toujours refusé de payer pour l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Ça va très mal. Là. Alors, donc, moi, je pense pas qu'ils vont aller loin mais sur le plan politique, ça va créer des tensions. Puis le 1% de sympathie ou d'amour que nous avons de l'Alberta, peut-être que ça va diminuer un petit peu, peut-être que ça va aller à 0,5%, 0,3%, 0,1%, 0%, peut-être que ça va tomber en bas de 0. Alors, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas grand-chose à perdre, là. 1% d'amitié. C'est parce que devant ça, il y a des camps qui vont se former, là, hein? Comme Trudeau va défendre la péréquation s'il veut garder les votes au Québec. Ça va pas tellement, non. Je pense pas que ça va. Les Québécois sont un petit peu honteux vis-à-vis ça. Mais n'empêche que c'est un dû. C'est dû. Alors, c'est dû selon la loi, puis c'est dû selon la Constitution, puis c'est dû selon les chiffres qui ont été présentés par les provinces, et c'est un dû. Alors, est-ce qu'on serait pas mieux de dire laisse-moi ma paye, puis garde ton chèque de BS? Non, pour le moment, non. Non, parce que dans le fond, on subit toutes les contraintes de la Constitution. Pourquoi est-ce qu'on devrait refuser ces avantages? OK. Alors, non, je pose la question, parce que on va voir, là, l'Ouest semble être... Parce que c'est ça qu'on dit du côté du mouvement souverainiste, il est souvent dit, c'est souvent perçu comme tentant d'améliorer le Canada puis nuire au référendum de s'engager dans des questions comme ça. Mais de toute façon, voyez-vous, le Québec a payé longtemps pour le Canada quand il y a eu la Confédération, puis qu'on a décidé de construire un train là jusqu'à Halifax puis jusqu'à Vancouver. Le Québec, c'est le Québec en grande partie là qui a payé ces dépenses. Le Canadien national, oui, absolument. Le Québec, tous les ponts là, puis toutes les routes. Pacifique. Ah oui, absolument. Donc, si le Québec n'avait pas été là, le Canada n'existerait pas, là, parce que l'Ontario n'aurait pas été capable de financer ça toute seule, là. Alors, si le Canada existe, c'est parce que c'est à cause de l'argent du Québec. Alors, l'Ontario, si le Québec n'avait pas été là, l'Ontario se serait jamais remis, là, puis probablement qu'elle aurait été absorbée par les Américains. Si le chemin de fer avait pas été construit jusqu'à Vancouver, probablement que cette province-là aurait été assimilée par les Américains. Alors donc, le Canada doit beaucoup au Québec et le Québec n'a pas à se sentir BS là. De toute façon, cette péréquation-là, elle lui a été imposée. Alors, si ton voisin t'impose de te donner de l'argent, là, au lieu de chicaner, tu prends l'argent. Oui. Alors, donc c'est ça. Donc, mais c'est certain que les tensions politiques vont monter là d'ici les prochaines élections. Oui. C'est évident, parce que naturellement, le Québec, il y a une équipe qui se tient debout. Ça, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Alors, les problèmes sont importants. Alors, Trudeau est en mauvaise position. Alors, les Canadiens vont peut-être se chicaner entre eux.
Alors, donc, c'est ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'il y aura de la violence? Moi, je penserais pas. C'est plus facile de dire sur Facebook il faut tirer Trudeau que de le faire. Hein? Alors, il y a quand même une marge là, entre le dire puis le faire, mais c'est certain que ça va brasser d'ici les prochaines élections. Puis, pour SNC-Lavalin, je pense que Trudeau fait la bonne chose pour le moment, là, dans le fond, parce qu'il est responsable. Il est responsable de cette compagnie-là, de l'avenir de cette compagnie-là. Alors, parce que s'il fait rien, cette compagnie-là va perdre ses valeurs, va peut-être faire faillite ou va être rachetée à rabais et détruite, là. Alors, et c'est l'une des 10 plus grandes entreprises du monde dans le génie conseil. Et ça pourrait influencer les votes en octobre prochain, ça. Évidemment. Alors, donc, parce que derrière, ça... Wilson-Raybould, là, je pense qu'elle exagère, là. Puis, je pense que mes premiers ministres, si elle voulait rien savoir, il n'y avait pas le choix de la changer. Donc, c'est son privilège. Le premier ministre, c'est lui qui choisit ses ministres. Alors, il l'a véritablement enlevé de là pour mettre quelqu'un d'autre qui était moins rigide, là, puis qui pourrait entendre raison. Moins rigide, dans ce sens que si, c'est sûr... Lametti, c'est son nom encore, là? Lametti. Alors, naturellement, toute personne raisonnable voit très bien que, à un moment donné, il faut poser les bons gestes, là. Et pas juste avoir une position très rigide, là, très, très vertueuse, mais à un moment donné, il faut régler les problèmes, il ne faut pas les créer. Oui, c'est ça. Exactement. Donc là, s'il ne sauvait pas SNC-Lavalin, ça serait, écoutez, des milliers de personnes qui seraient victimes de cette procédure-là. Alors, à un moment donné, tu prends, tu juges de façon rationnelle la situation, puis tu prends une décision. Puis Trudeau, je pense qu'il n'avait pas le choix de faire ça. Oui, puis il va y avoir une autre décision à prendre là bientôt concernant le pipeline qu'il a acheté, là, Trans Mountain. Ouais. Comment vous trouvez ça, vous? Là, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi ça parce que la politique fédérale, ça m'ennuie beaucoup, là. Alors, non, mais juste le fait d'un pipeline qui passe, qui est construit, puis parce qu'en Russie, on n'entend pas parler, mais si on va moindrement sur la politique internationale, sur les informations internationales, on voit que les pipelines se construisent. Le Turkish Pipeline, il y en a un autre aussi, là, je me souviens plus de où, là, mais en tout cas qui passe par la Syrie, probablement qui va se construire. Puis on dirait que c'est juste ici qu'on entend les groupes, les activistes environnementalistes et se lever, aller aux barricades, puis non, faut pas que ça se passe, puis même Legault, ça passera pas ici, pas d'acceptabilité sociale, pétrole sale. La géographie impose les politiques, hein? Là-bas, c'est ça qu'ils ont. Oui. Eux autres, ils sont enclavés. Alors, oui, en plus. Ils sont enclavés, mais le pétrole, nous autres, on est dans un pays où il y a beaucoup de cours d'eau importants. Hein? Alors, ce pétrole-là, il est plus encore compliqué que les autres pétroles, là. Alors, donc, l'Alberta, de toute façon, maintenant, tous les gens disent que ce pétrole-là devrait rester dans la terre et rétablir la situation de l'écologie dans cette région-là, puis faire d'autres choses. Ah bon? Okay. Oui, ils peuvent faire d'autres choses. L'Alberta a quand même d'autres moyens de pouvoir stimuler son économie, puis si les gens ne trouvent pas d'emploi, ils font comme les gens de la Saskatchewan, là, ils iront ailleurs. Ils iront travailler du côté de la Colombie-Britannique, où ils viendront travailler au Québec ou en Ontario. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses encore qu'ils peuvent faire, là. C'est sûr, mais les compagnies, les autres font des pressions pour être capables de faire des profits avec l'exploitation de ce pétrole-là. Alors, les compagnies, elles, ils n'ont pas de soucis moraux et écologiques, là. Si la loi leur permet de le faire, puis qu'ils font du profit, ils vont le faire. Il y a 105 ou 115 conditions qui sont données à respecter par Trans Mountain. C'est quelque chose, là. Puis quand, de toute façon, ils vont vous dire, on va utiliser les meilleures technologies, mais les meilleures technologies, il y a tout le temps des problèmes qui se posent. Alors, de toute façon, ils les utilisent pas, les meilleures technologies.
Ils vont vous promettre de le faire, mais ils vont pas le faire. Puis des fois, le pétrole va commencer à couler une place, puis ça va prendre des fois des heures, des jours avant qu'on puisse s'en rendre compte. Ah oui, l'Action nationale cette semaine nous en mettait un sur les réseaux sociaux, là. C'est ça. Écoutez, là, moi je me dis qu'à un moment donné, là, faut dans le fond, nous autres, si on se fait gaspiller notre pays, là, c'est pas eux qui vont le réparer, là. Alors, c'est nous qui allons vivre avec ça. C'est sûr qu'ils peuvent réparer le pire, mais ça laisse des traces longtemps, là. Et si, par exemple, ça a lieu dans la région de Montréal, tu peux te retrouver avec 2-3 millions de personnes là, qui ont plus accès à de l'eau potable là, au prix à un prix raisonnable. Là. Alors, donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, l'Alberta, ils ont déjà vécu sans le pétrole, alors qui continuent à vivre comme ils vivaient avant ou qui trouvent d'autres façons. Si je perds le 1% d'amitié, là, je vais pouvoir continuer à vivre sans que ça me fasse aucun problème personnel. Oui, c'est ça. Mais ils vont peut-être plus rapidement que nous exercer parce que ce ne serait pas les premières menaces séparatistes qu'ils font, hein. Dans le temps de Dion, là, du programme du plan vert qu'ils voulaient mettre sur pied, là. Il y a beaucoup de premiers ministres. Il y a lui, Dion, il y a Ignatieff et puis il y a Trudeau qui sont couchés complètement devant les États pétroliers. C'est ça aussi qu'on regarde là, puis qu'on voit. Là. Le Canada est un État pétrolier. Ce qui arrive dans le monde maintenant, c'est que le prix du pétrole a tendance à baisser partout. Puis ça va aller de plus en plus. Vous croyez que c'est ça qui va arriver, oui? Ça va baisser encore? Oui, ça va avec là, les recherches là pour les nouvelles énergies là, ça va le pétrole à un moment donné va continuer à baisser tranquillement. Puis quand ça baisse, les gens veulent plus investir. Donc ça va être ceux qui vont pouvoir exploiter un pétrole à bon marché là, comme l'Arabie Saoudite, ça coûte pas cher là de sortir le pétrole là. Alors, non, c'est sûr. Donc, le pétrole, c'est une ressource là qui va disparaître tranquillement. Les gens vont le laisser dans la terre, puis on va utiliser d'autres modes d'énergie, puis de façon plus efficace et moins de gaspillage. Je pense que les beaux jours du pétrole de l'Alberta, je pense qu'ils sont finis. Ah oui? Mais c'est très intéressant d'avoir une autre aperçu, une autre opinion. Il n'y aura plus de boom pétrolier. OK. Il n'y aura plus de boom pétrolier. Là. Donc, naturellement, on va continuer à utiliser du pétrole, mais il y a pas mal de monde qui en ont des grandes réserves, puis ils vivent juste de ça, puis ils coûtent pas cher à exploiter. Alors, c'est celui-là qu'on nous, c'est celui-là qu'on utilise. Ben au Québec, c'est pas celui-là qu'on fait venir, là, qu'on importe, là. Oui, nous on en fait venir de l'Algérie, des choses comme ça. Là, je sais pas. C'est ça exactement. Alors, donc, l'Alberta, c'est ça, ils vont crier, mais laissons-les crier. Ils vont pas nous aimer, mais ils nous ont jamais aimés. Et on perd quoi? Non, je peux comprendre. Puis là, ils nous payent de la péréquation, mais dans 2-3 ans, peut-être qu'on va devoir leur en payer, puis leur en payer longtemps. Si ça continue comme ça, oui. Ça continue comme ça, oui, parce qu'ils sont vraiment en grande difficulté, parce que là, il n'y a pas juste l'industrie pétrolière tombe, c'est comme un château de cartes, là, tout le reste tombe aussi, là. Tout le reste. Regarde Terre-Neuve, je crois que ça a coûté leur fameux barrage, là, il a coûté 2 fois le prix, là, je pense que ça a coûté de 10 milliards. Oui. Ils ne voulaient pas faire d'affaires avec le Québec, ça aurait été bien plus simple de s'entendre avec le Québec. Le Québec avait les capacités de mener ce projet-là. Puis Hydro-Québec a voulu prendre une entente avec les Maritimes, le Nouveau-Brunswick, pour leur fournir du pétrole. Puis au bout d'une semaine, il y a eu une levée de bouclier au Canada anglais. Au bout d'une semaine, il n'y en était plus question. Alors, voyez-vous, c'est toujours le Québec, parce qu'on ne veut pas faire confiance au Québec. On a peur du Québec. Puis le Québec, dans le fond, sur l'aide sociale, ça fait leur affaire dans un sens, là. Parce que le Québec, il est comme méprisé tout le temps, là. Alors, et c'est dans l'esprit du monde, ça se transmet de personne en personne, génération en génération. Donc, le Québec est toujours mal vu. Alors, nous, dans le fond, on vit dans un pays où on n'a pas d'amis. D'ailleurs, en Amérique du Nord, on n'a pas d'amis. Sur le plan politique, là, on n'a pas d'amis nulle part.
Alors, on est obligé de se débrouiller nous autres mêmes. Puis, je pense que à un moment donné, peut-être que le Québec fera son indépendance de manière indirecte, là, en prenant des positions rigides, puis en les faisant respecter. Alors, les liens peuvent se dissoudre tranquillement. Parce que le référendum, là, je pense que c'est fini, ça. Puis de toute façon, les Canadiens français du Québec l'ont gagné, leur référendum. Parce que en 1995, les Canadiens français ont été 60% à voter pour l'indépendance. C'est le bloc, c'est le bloc anglophone là, qui a fait la différence. Donc c'est comme si les anglophones du Québec, de Montréal surtout, avaient un droit de veto sur l'avenir politique des Canadiens français de la province de Québec. Là. Parce qu'avec leur bloc, là, ils sont capables finalement de changer complètement la dynamique du processus démocratique. Là. Parce que ceux qui ont été conquis, c'est pas les anglophones de Montréal. Là. Les autres, d'ailleurs, ils se disent qu'ils sont les vrais descendants des conquérants. Et là, c'est ce groupe-là, finalement, en 95, qui a empêché le référendum de fonctionner. Mais n'empêche que le groupe, le Canadien français, a voté très majoritairement en faveur de son indépendance en 1995. Comme il a voté pour la CAQ le 1er octobre 2018. C'est ça. Alors, donc... J'ai une dernière question pour vous, Maître Néron. Ça me fait penser, là, vous venez de parler de Montréal, puis vous dites dans votre texte là, sur l'obéissance et la désobéissance que Montréal est en train de crouler. Est-ce que je me trompe de terme? Ben oui. Montréal, oui. Montréal, dans le fond, c'est de moins en moins le Québec. Là. C'est un pays multiculturel, là, puis et ils veulent être indépendants, ils veulent avoir plus de pouvoir. La mairesse parle anglais à des groupes là juste en anglais. Donc c'est une autre vision du monde qui se fait là. Donc Montréal se détache d'une certaine façon du Québec tranquillement là. Alors mais on est réunis par des ponts. On est réunis par des ponts, mais quel avenir peut-on voir? Pas un pays enclavé dans un autre? Ben, c'est déjà quasiment un pays enclavé, Montréal. Là. Hein, c'est déjà enclavé. Alors, je pense que pour moi, Montréal, j'ai fait personnellement, de Montréal, j'ai fait mon deuil. Alors, j'y vais même plus. Parce que dans le fond, Montréal vit sa propre évolution, puis le Québec vit la sienne aussi, là. Puis on a vu la population canadienne-française de Montréal, la sortie de l'île, ils sont autour. Puis c'est sûr que eux, ils veulent plus de pouvoir, hein, parce que dans le fond, ils voudraient vivre comme une petite république autonome. Là. De toute façon, Maître Néron, on va se reparler bientôt dès que votre texte sur le voile et d'autres, c'est pas juste un texte sur le voile, mais je pense que vous y allez en profondeur la prochaine fois là, sur ce texte-là. Oui, parce que ça fait quand même très longtemps que je travaille sur ce sujet-là. Puis je pense que parce que ce qui arrive, c'est que ce que les gens voient, les gens connaissent rien de l'islam, mais ils se font une image en miroir de l'islam du catholicisme. Ils voient l'islam un petit peu comme quelque chose qui est très très proche du catholicisme, comme le prophète Mohammed, il voit un peu comme Jésus et tout ça, alors que Mohammed n'a rien à voir avec Jésus là. C'est pas sa vie personnelle et tout ça là. Ce sont deux mondes complètement différents là. Et, ça n'a rien à voir. Mais c'est rien à voir. Et on peut pas comparer le Coran avec l'Évangile non plus, avec le Nouveau Testament. Dans le Coran, vous savez là, vous avez à peu près 10% des versets sur 6225 à peu près. Alors 10% des versets qui portent sur la religion, sur les rituels religieux et tout ça. Mais tout le reste, ça porte sur la vie sociale. Là. Ça porte sur la vie sociale, l'économie, la guerre, le partage du butin, tout ça. Donc le contrôle des femmes. Donc c'est ça. Donc ce qui est vraiment religieux, là, c'est à peu près 10% des versets. Puis nous, on est les infidèles.
on est traités comme des infidèles aussi, c'est ça? Nous, comme chrétiens, on est non seulement des infidèles, mais on est eux, ce qu'ils appellent les mouchrikoum. Les mouchrikoum, là, ce sont des associateurs. C'est que ce que l'islam reproche aux chrétiens, c'est d'avoir 3 dieux. Ah! Et pour eux autres, c'est scandaleux là, que d'avoir 3 dieux, là, parce que Jésus soit le Fils de Dieu, pour eux, c'est sacrilège. Alors, c'est pour ça qu'ils sont entrés en guerre contre les chrétiens. C'est parce qu'ils avaient 3 dieux. Et il y avait beaucoup de versets où Dieu incite les croyants à faire la guerre aux chrétiens, puis à les pourchasser, à leur tendre des pièges, à les tuer, à leur trancher la tête. Et ça, c'était à l'époque de Mahomet. Puis après, ça s'est stabilisé. On a cessé de parler de ces versets-là. Mais là, le mouvement radical dit, nous autres, on retourne aux textes d'origine, puis on va les interpréter de façon littérale. Alors, quand vous avez un verset qui dit, pourchasser les chrétiens et couper leur la tête, c'est comme ça qu'ils le voient, là. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait se fermer les yeux là-dessus alors que nous sommes visés? Et regardez. Exactement. En plus, c'est que dans le Coran, Dieu a donné la propriété du monde à l'islam, et il a dit, il y a un verset qui dit que même où Dieu a fait des musulmans ses lieutenants sur la terre pour gouverner le monde. Donc, aïe, aïe, aïe. Ils sont sur le plan littéral, c'est ça, là. Donc, ils sont propriétaires du monde, et Dieu leur a donné le privilège de gouverner le monde parce qu'ils savent bien gouverner. Alors, et que ça me fait penser aux conquérants britanniques, ça. Mais il n'y a pas les Juifs aussi qui se disent le peuple choisi? Oui, mais eux, ils ont décidé de rester entre eux. Entre eux. Ah bon, ok, oui. Oui, ils vont pas aller faire la conquête, là. C'est ça, eux autres, ils sont restés entre eux, puis ils étaient très nombreux à l'époque du Christ, puis ils ont, comparativement aux autres, là, puis il y a toujours eu des Juifs qui se sont convertis au christianisme, puis des Juifs qui se sont convertis à l'islam, puis des Juifs qui se sont fait tuer, puis tout ça. Alors donc, ils sont pas très nombreux dans le monde, puis ils n'utilisent pas beaucoup de méthodes violentes, là. Donc, avez-vous vu là ces derniers jours à Paris là la vague d'antisémitisme là en tout cas, on parle que de ça depuis que le philosophe Finkielkraut s'est fait apostropher là. C'était même pas un gilet jaune en plus là. Non. Ouais. Le gars qui l'a, en fait, c'est lui qui l'a attaqué là, pas verbalement là. On voyait là, il portait la barbe comme le prophète la portait. OK. Les salafistes, ça? Oui, c'est ça. Les salafs, donc, c'est ceux qui suivent. Les salafs, ça veut dire ancêtre. Hein? Alors, donc, c'est ceux qui suivaient les méthodes des ancêtres. Et on dit que le prophète Mohammed, lui, sa barbe, il coupait la moustache. D'ailleurs, vous voyez souvent, là, chez les musulmans, des gens qui ont la barbe, mais qui coupent la moustache. Parce que Mohammed la coupait. Okay. Alors, il y a des gens qui vont suivre toutes les prescriptions de vêtements que Mohammed portait. Il y a des gens qui vont suivre ça à la lettre, là. Alors, donc, le gars qui a engueulé le philosophe français, là, il y avait la barbe musulmane, là. Alors, je ne sais pas si c'était musulman, mais en tout cas, bref, il y avait cette barbe-là. On l'a vu souvent, là. On l'a dit quelque part qui faisait partie de ça, suivait la doctrine salafiste et puis il était dans telle mosquée là. L'islam, finalement, c'est une religion. C'est que les musulmans se sentent propriétaires de la terre. C'est pour ça qu'il était agressif. Il disait, nous sommes chez nous ici. Et d'ailleurs, partout où ils s'installent à Montréal, ils le disent aussi, là. Ils disent, nous sommes chez nous. Alors, ils appellent ça le Dar al-Islam, là. C'est le territoire de l'islam. Et donc, ils doivent le protéger contre les mécréants. Donc, les mécréants, ce sont les Juifs, les chrétiens, et tous ceux, les adorateurs d'idoles, là, ceux qui adorent les vaches, des moutons, des souris, des pierres. Donc, ces gens-là, un jour, ils vont être soit convertis ou exterminés, là, selon leur programme, là. Oui, puis à Montréal, il y en a pas mal, hein? Oui, c'est ça. Alors, naturellement, c'est pas tous les musulmans qui pensent comme ça. Non.
Mais par contre, ils savent beaucoup de choses ils entendent beaucoup de choses sur l'islam, puis c'est pour ça que, dans le fond, ils n'ont pas l'air, des fois, à avoir beaucoup d'humilité, là. Les gens les trouvent arrogants. Absolument. Alors, parce qu'ils se sentent chez eux. Et d'ailleurs, cette histoire de gouverner le monde entier, il y avait un des plus grands réformateurs de la fin du 19e siècle, qui était Mohamed Abdou. Et Mohamed Abdou, qui a vraiment fait du ménage dans l'islam pour être capable de distinguer ce qui est vraiment ce qui relève vraiment de la religion et de ce qui relève simplement des traditions. Mais à un moment donné, dans un texte d'une revue dans laquelle il écrivait, il avait dit il est inévitable que Dieu remplisse un jour la promesse qu'il nous a fait de gouverner le monde entier, y compris l'Europe qui nous est si hostile. Oui. Alors, il y a c'est un homme modéré, ça. C'est un musulman modéré, ça. Aïe, aïe, aïe. Il y en a un ici sur un réseau social, là, je le nommerai pas, mais il dit, lui, c'est toujours Charlie, comme le magazine, là, et ma liberté n'est pas négociable, puis il dit exactement ce que vous venez de dire. L'islamisation dépasse la vitesse du son. Porter un voile, un hijab ou kami pour les hommes, les habits de la charia en Occident, ce n'est pas juste vivre sa religion, mais bel et bien imposer l'islam aux autres, instaurer la charia de fait, de la ségrégation religieuse de la société. Oui, mais c'est ça, c'est le devoir, c'est la mission que Dieu leur a donnée. Moi, ça fait longtemps que je suis ça. Moi, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup d'ouvrages là-dessus, là, parce que dans le fond, ça fait partie d'un des problèmes auxquels on fait face, là. Puis, eux autres, d'abord, ils sont en guerre, ils sont en guerre contre tout le monde, ils sont en guerre contre eux-mêmes, puis ça va jamais se terminer. Écoutez, regarde, comme dans les salafistes, là, il y a même des mouvements différents, là. Ils se chicanent par exemple, sur la longueur de la robe. Par exemple, les salafistes, ils portent la robe comme le prophète, là. Mais à un moment donné, il y en a qui se chicanent parce que il y en a qui disent que la robe doit descendre 4 pouces en bas du genou, puis l'autre, ils disent 4 pouces en haut de la cheville. Donc, ça n'arrive pas à la même place. Puis là, à un moment donné, là, il était en train de se faire apostasier les uns les autres, là. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui était venu arbitrer, puis il disait, regarde, il faut pas exagérer trop, là. Alors, ou dans telle prière, il y avait tel mot, puis là, eux n'utilisaient pas les mêmes mots, puis se chicanaient entre eux là-dessus, là. J'ai bien hâte de lire votre texte, en tout cas, parce que c'est quelque chose, moi aussi, qui me j'ai pas lu autant que vous, là, mais c'est quelque chose c'est une réalité à laquelle je suis sensibilisée. Il faut vraiment s'intéresser à l'islam parce qu'il est là et il s'impose. Alors, comme tantôt je disais, nous autres, on se fait une image en miroir du christianisme. On s'en fait une image comme si c'était un peu comme le christianisme, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est pour ça que cette religion-là, naturellement, il faut protéger la liberté de religion, mais quand on dit liberté, ça veut dire limité. Et pas à n'importe quel prix. C'est ça. Alors, donc, c'est pas un droit à la religion. Et la société, pour se protéger, a le droit de mettre des barrières, des limites. Et comme vous l'avez dit, vous avez cherché le mot paix et vous l'avez rarement trouvé, c'est ça? Oui, il existe en théorie, mais la paix, pour eux, d'abord, l'une des traductions de islam, ça veut dire paix, S-L-M, là. C'est la même racine que le mot paix. Mais eux, la paix va arriver le jour où l'humanité tout entière va devenir islamique, là. Là, ça va être sur leur contrôle, c'est ça. Là, parce que là, ils sont en guerre, là. Ils sont tout le temps en guerre, là. Alors, ils font des trêves avec certains pays ou certains groupes, mais eux, ils sont en guerre pour la conquête du monde. Alors, ils sont pas tous comme ça. Il y a bien des musulmans qui veulent absolument rien savoir de ça, là. Mais n'empêche il y a des enquêtes qui sont faites, puis qu'on demande aux gens, même des pays là qui n'ont rien à voir avec l'islam, s'ils sont pour la charia, les gens sont à peu près à 50%. À peu près 50% des musulmans sont pour la charia dans des pays qui sont musulmans. C'est ça. Oh! Pour la charia, oui. Alors, c'est grave, ça. Il y en a 50% qui veulent rien savoir parce qu'ils savent que ça crée des problèmes. Mais n'empêche que il y a 50% à peu près qui sont pour la charia,
puis il y en a une petite minorité qui sont prêts pour la guerre. Maître Néron, on se dit à la prochaine. Oui. Et je vais vérifier, Vigile, pour votre texte qui va s'intituler comment? Avez-vous trouvé votre titre? Alors, ça serait peut-être sortons les Amazones de Dieu de nos écoles, quelque chose comme ça. Très bien. Je vous souhaite une belle continuation, puis à bientôt. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Au revoir. Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel.